faire une offre qui ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Je vous ferai fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Après une entrée dans le monde des super-héros et des comic books avec Dredd, dernier podcast sorti, si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Nous voilà dans un univers complètement différent, celui du rap où comment le cinéma se mélange avec une certaine sincérité et justesse à celui du rap et de la musique. Aujourd'hui, nous parlons de Comment c'est loin, réalisé par Christoph Offenstein et Orelsan. Et depuis, vous avez pas fini un seul morceau. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. Ça quoi? Ah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Arrête de te foutre de ma gueule, Gringe. Vous avez fait 7 maquettes en 5 ans. Et si on vous fait un son pour demain? Mais vous êtes pas capable de faire un son, les mecs. Mais si on est capable. Mais non, t'es pas capable, non. Mais si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. Je te dis que si. Non. Ouais mais c'est mort, c'est impossible, on a du boulot, il y a zéro chance qu'on sorte. Comment c'est loin est un film français réalisé par Orelsan et Christoph Offenstein, sorti le 9 décembre 2015. Le film fête d'ailleurs justement ses 10 ans cette année. 10 ans, putain, on les voit pas passer. Le film est produit par deux petites sociétés de production, Nolita Cinéma et Les Canards Sauvages, pour ceux à qui ça peut intéresser. Le film a un budget rikiki, avec 1,8 million d'euros de budget, ce qui se ressent dans le film, même si c'est pas du tout un défaut, mais c'est quand même assez petit, il faut le dire. Le film est écrit bien évidemment par Orelsan, Christoph Offenstein et Stéphanie Meura. Au casting de notre film du jour, essentiellement les proches du rappeur, bien évidemment. Donc on a Orelsan en acteur principal, ou pour les intimes Aurélien Cotentin, son acolyte et partenaire de toujours du groupe des casseurs-flotteurs Gringe, en intime Guillaume Tranchant. Il y a aussi évidemment les deux producteurs et amis de longue date d'Orelsan, Ablaye Scred qui est aussi son exécuteur de prod, donc celui qui fait la plupart de ses sons et de sa musique. Il y a aussi Diamond Declos, ou Declos, pour ceux qui connaissent un peu, qui lui faisait des petites apparitions dans Bloqué, et aussi fait 2-3 petites apparitions dans le film, Comment c'est loin. Et bien évidemment, on a aussi des petits rôles un peu plus proches, un peu plus des proches de la famille, comme par exemple le frère Clément Cotentin qui joue un DJ, ou encore la grand-mère Janine, pour ceux qui connaissent le clip J'essaye. Bref, donc si vous connaissez bien l'univers d'Orelsan, ses proches, son entourage, c'est un pur film de famille, un pur film de potes, même un film de communauté. Si vous connaissez bien Orelsan, vous êtes en terrain connu. Passons à l'histoire. Alors donc nous suivons le parcours de deux potes, Orelsan et Gringe, voilà, on ne fait pas dans la finesse, qui sont des chanteurs-rappeurs qui sont en galère, c'est-à-dire que les mecs n'ont rien écrit depuis 10 ans, ils ne branlent rien, ils n'arrivent pas à écrire leur premier album de rap. Ils galèrent, ils ont le syndrome de la page blanche, et ils n'arrivent malheureusement à rien réussir dans leur vie. En fait, ils font presque tout capoter, et ils sont même complètement perdus. Un groupe qui pourtant avait de belles promesses liées à leurs punchlines cinglantes et leurs blagues liées à la culture de la province quotidienne, d'où ils sont nés et vivent actuellement, c'est-à-dire la ville de Caen. Ainsi, après une discussion houleuse avec leur producteur Ablaye et Scred, en pleine séance, ils les mettent au pied du mur, ils leur donnent 24 heures pour sortir une chanson digne de ce nom, ce qui leur permettront peut-être de sortir de leur procrastination merdique. C'est la mission de la dernière chance pour Aurélien et Guillaume. De plus, leurs vieux démons, leur peur, ou plutôt la peur de l'échec, les potes envahissants, les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en travers de leur chemin. Arriveront-ils à se sortir de leur galère et prouver qu'ils peuvent être des bons dans leur domaine? Réponse dans le film et aussi dans leur musique pour les connaisseurs. Alors justement, avant de parler du film, je pense que ce podcast va être divisé en 3 grosses parties. Il y aura beaucoup de contextualisation parce que c'est important de revenir sur certaines choses qui entourent le film, certaines choses personnelles qui entourent le film, et bien évidemment, il faut aussi revenir sur la relation qu'entretient le rap et le cinéma. Donc premièrement, Orelsan, donc c'est un film tourné autour de lui, qui parle de lui. Bon, bien évidemment, il y a Gringe aussi, parce que ça reste quand même un groupe, les casseurs-flotteurs. C'est un film de duo, mais c'est aussi un film qui parle énormément que d'Orelsan. C'est sur sa vie avant le rap, sur ses galères, sur ses merdes, sur ses peurs, etc. Et en fait, si tu le prends comme ça, t'as vraiment l'impression de voir un film un peu égocentrique, c'est un espèce d'énorme trip égo, centré sur lui-même, et pourtant, le film est très très loin d'avoir cette idée et ce point de vue.
et c'est une idée que je développerai après. Donc je vous préviens, ce podcast sera peut-être un peu plus personnel, car je vais vous parler en fait de la relation que j'entretiens avec Orelsan, car j'aime beaucoup Orelsan. Enfin, je dirais même, je sais même pas que j'aime beaucoup, c'est que je suis un grand fan. Depuis que je suis gamin, depuis que je suis ado, j'adore ce qu'il fait. Je reconnais tout de même que cette admiration que j'ai envers lui, c'est à l'aide de mon frère, qui lui aussi était très fan d'Orelsan. Et donc, c'est sûr que ça fait une espèce de cohésion, et c'est quelque chose de plus sentimental. Donc bien évidemment ça joue. Alors j'ai connu Orelsan avec son album Le Chant des Sirènes qu'il a sorti en 2011, je crois, qui est pour moi son meilleur album, de très loin. Pour moi c'est un album parfait de bout en bout. Pour moi c'est ce qui se rapproche le plus d'un album du changement, de la renaissance, surtout par rapport à son premier album, qui était pour moi assez maladroit et un peu timide, un peu dommage. C'était vraiment, je pense, Perdu d'avance, son moins bon album. Et vraiment, quand tu écoutes Le Chant des Sirènes, c'est vraiment la renaissance d'un mec qui a su écouter tous les défauts qu'il avait, tous les défauts de son premier album, pour créer quelque chose de bien meilleur. Et je l'ai bien évidemment suivi quand il a fait sa très bonne série comique créée par Kian Kojandi, Canal+, sur Canal+, mais le titre s'appelle Bloqué, vous connaissez sûrement. Là aussi avec Gringe, bien évidemment. J'aime beaucoup leur duo d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une excellente alchimie entre les deux, ils sont vraiment très bons, les casseurs flotteurs. Et bien évidemment, je l'ai suivi pour Commencer loin, le film dont on va parler aujourd'hui. Puis après, plus rien pendant 2 ans, jusqu'à le grand retour en grande pompe en 2017 avec La Fête est finie, 3e album qui est, je pense, son plus bel album et le plus personnel, que j'adore autant que Le Chant des Sirènes, mais qui celui-ci a ce côté album de la maturité que n'avait pas encore Le Chant des Sirènes. Avec surprise, je me reconnais en fait énormément dans ce mec, pourtant c'est assez paradoxal parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, mais en fait je pense que ce qui est assez surprenant avec Orelsan, c'est que c'est ce genre d'artiste, c'est ce genre de mec qui réussit dans ses chansons, dans ses paroles, dans ses musiques, etc., à parler à tout le monde, à tout type de génération, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans ses concerts. Je vais pas dire qu'il y a tout type de personnes, mais il y a plusieurs générations qui se mélangent, et c'est assez rare pour le souligner, surtout dans le rap. Ensuite, il y a eu son dernier album en date, Civilisation, qui est sorti en 2021, qui à la première écoute, après c'était mon avis, m'avait beaucoup déçu. C'est-à-dire qu'on le replace dans le contexte, on est en 2021, la volonté d'artiste d'Orelsan à l'époque, c'est de proposer une vision assez sociétale, c'est-à-dire que Orelsan, quand il fait cet album, il a pour idée de vouloir dénoncer les travers de la société française, la politique, la culture et aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait, il se prétend pas être grand génie artistique ou philosophe, mais il veut aller plus loin que parler de lui, de ses peurs, de ses colères, etc. Il veut vraiment faire un point sur qu'est-ce qui est devenu le monde et qu'est-ce qui est devenu la France. Malheureusement, il y a trop peu en fait de sons qui sont en lien avec les intentions d'Orelsan depuis le début. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de sons qui sont trop centrés sur lui, ça se répète énormément, sur sa vie, sur ses potes, etc. C'est un peu dommage, c'est un peu décevant, notamment quand tu compares à La Fête est finie, qui lui était pour moi un album de la maturité, c'est un album beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus sombre. Là on retourne dans les travers de ses albums précédents avec La Chant des Sirènes ou avec Perdu d'avance. Alors bien évidemment, cependant, au fur et à mesure des réécoutes, l'album reste quand même assez bon dans l'ensemble, il y a des très très bons moments et des très bonnes musiques. L'album n'est pas parfait, bien évidemment, mais ça reste un pur plaisir d'écoute. Et en plus, il y a 2-3 musiques qui sont quand même assez fortes et marquantes. Je pense à L'odeur de l'essence, Civilisation, encore Ensemble. Et sans oublier aussi la prod qu'il avait faite en compagnie de Scred, de 7 minutes. La musique s'appelait Manifestation, qui se passait dans une manifestation en période de Gilets jaunes, qui était très très bon aussi, qui était assez expérimental. Donc bref, vous m'avez compris, sans rentrer dans un récit trop pompeux et perso, Orelsan fait partie de ma vie. Il a été important pour moi, pour me forger, et je pense honnêtement qu'il est l'un des artistes dont j'exprime ma plus grande admiration. Voilà. Et d'ailleurs, si tu passes par là, mon cher Aurel, merci pour le concert à Reims en 2022, j'étais présent, donc si tu passes par là,
Bah écoute, peut-être, hein, on ne sait jamais, bah écoute, je te remercie infiniment. Et donc, bah, après avoir parlé d'Orelsan de long en large et en travers, et la relation que j'entretenais avec lui, passons à la deuxième partie de notre podcast, la relation qu'entretient, en fait, le rap avec le cinéma. Et quand je dis ça, je parle des films qui parlent de rap, vu que bah, c'est quand même le sujet de notre émission. Car bien évidemment, le rap et le cinéma ont toujours entretenu une relation, bah, disons-le, assez étroite, hein. En effet, le rap raconte des histoires, on peut penser à du storytelling, à des autobiographies, à des témoignages sociaux. Le cinéma est lui aussi un art narratif. Le rappeur, on prend l'exemple du rappeur, qui est souvent issu des milieux populaires, lutte pour s'imposer. C'est une trame scénaristique idéale. La musique rap, rythmée et percutante, colle parfaitement à l'énergie cinématographique. Et bien évidemment, son homologue cinématographique le plus connu reste bien évidemment 8 Miles, réalisé par un certain Curtis Hanson, revenant sur le parcours du talentueux Marshall Mathers, plus connu sous le nom de Eminem. Le film utilise justement le parcours du rappeur de Détroit pour en fait dépasser la misère sociale et l'exclusion. Ou encore, du film un peu moins connu mais qui reste quand même assez intéressant à analyser, du film Réussir ou mourir de Jim Sheridan, sur le récit d'un jeune homme mêlé à la criminalité qui trouve dans le rap une sorte de refuge et une sorte de rédemption, mettant en lumière l'idée que le rap est une alternative à la rue et à la violence, mais que cette origine violente fait aussi partie de ce qu'on peut appeler l'authenticité, qui rappelle étroitement le parcours là aussi d'un certain Curtis 50 Cent Jackson. On peut aussi prendre l'exemple, alors ça remonte assez loin aussi, d'un biopic qui avait été fait, qui était sur la formation du groupe NWA par, je crois, le réalisateur F. Gary Gray, qui était sorti en 2015, qui reprend aussi le même principe, sauf que là c'est plus intéressant vu que c'est un groupe. Donc en fait ces films donnent au rap une place dans le patrimoine cinématographique, comme l'avait été le rock à l'époque, avec The Doors ou par exemple Queen. Et donc, quid de la France dans tout ça, car nous ne sommes pas avares de rap, vous le savez très bien, dans notre très chère culture musicale, surtout maintenant. Alors, hormis une ambiance musicale assez présente dans le cultissime film de Mathieu Kassovitz, La Haine, le film reste peut-être trop timide pour pleinement parler de l'émergence du milieu du hip-hop. En même temps, je pense pas que c'était la vision qu'avait Kassovitz à l'époque en 1995, il voulait parler d'autre chose. Alors que reste-t-il ? Justement, l'émergence du hip-hop, on va surtout le ressentir à travers le récent biopic qu'a fait la réalisatrice Audrey Estrogo sur la naissance du deuxième plus grand groupe de rap français important qui est NTM, bien évidemment, où on suit la montée de Joey Starr et Cool Chain dans les années 80-90. Il y a le contexte social, le racisme, les violences policières et l'exclusion, et l'importance du rap comme voix des quartiers fait du film suprême de 2021 un film aussi exaltant que frustrant, qui arrive pleinement à montrer l'ambiance de l'époque que sur une courte durée, c'est-à-dire que ça va pas plus loin que les années 90, alors que quand on connaît la carrière de NTM, ça va jusqu'aux années 2000, voire un peu plus de 2010 avec le retour qu'ils ont eu en 2018. Et donc bien évidemment notre film du jour qui lui sera plus tourné vers la force de la motivation et de la volonté plus psychologique. D'où t'as cru qu'on allait percer dans le rap mon gars, mais on n'a rien de spécial mon pote, on n'a rien. Un domaine qui en fait n'est pas inconnu pour le célèbre rappeur de Caen dont on ressent la cinéphilie et le fanatisme de la culture populaire au sein de ses clips musicaux. On se souvient de la super production super-héroïque dans le clip Ils sont cool, qui était aussi avec Gringe d'ailleurs. Le plan séquence ultra impressionnant sur un pont ukrainien pour la sortie de l'album La Fête est finie, avec le titre Basique, ou encore le titre de son album dans l'album Civilisation Ensemble, rappelant la vision SF d'un Blade Runner d'une ville nippone mélangée à la folie d'un monde qui ne tourne pas rond. Au fond, je crois que la Terre est ronde, la première référence musicale de ce podcast. Donc pour sa première réalisation, Orelsan, n'étant pas non plus un exemple d'un technicien expérimenté, s'accorde une aide technique à l'aide de Christophe Offenstein. Christophe Offenstein, réalisateur français ayant déjà fait ses armes sur de nombreux films. D'ailleurs, petit détail, alors ça reste assez surprenant, mais pas tant que ça, quand on connaît la relation qu'entretient Orelsan avec le réalisateur David Tomaszewski, qui est réalisateur de clips ayant souvent tourné, enfin il a même presque entièrement tourné avec Orelsan. Ou en tout cas, il a fait ses clips les plus cultes. Il a fait bien évidemment L'odeur de l'essence, qui était sorti en 2021. La super production, comme je parlais, Ils sont cool. Le sombre clip La peur de l'échec, qui a aussi eu un gros boost dans sa carrière.
ou encore le clip que j'appelle de la Renaissance, qui était sa porte d'entrée pour le deuxième album, Raelsan. Alors pourquoi cette collaboration ne s'est pas concrétisée avec ce premier long métrage ? Alors c'est une théorie de ma part, hein, je ne connais pas du tout les raisons, mais on peut l'expliquer par le fait que en fait, David Tomaszewski était à l'époque que simple réalisateur de clips ou assistant réal. Donc il n'était pas encore ultra expérimenté dans le domaine, au détriment de Christoph Offenstein qui déjà à l'époque avait déjà tourné quelques films avant qu'il travaille et qu'il collabore avec Orelsan pour commencer loin. Donc Orelsan qui je pense préférait quand même un réalisateur plus chevronné pour une aide et aussi des conseils de réalisation. Je pense qu'il aurait quand même, il préférait quand même avoir quelqu'un qui ait un peu plus de bouteilles. D'autant plus là aussi que David Tomaszewski sera la réalisation entièrement sur le prochain film centré sur Orelsan, Yoroai, qui sortira en octobre prochain, dont nous vous parlerons un petit peu en fin de podcast. Bon, on va peut-être commencer à parler du film, c'est quand même le sujet du podcast, donc on va rentrer dans la troisième partie, qui est la plus importante. Alors vous vous dites bien que, étant donné mon attachement au rappeur, je ne pouvais pas passer à côté de ce film, où Orelsan pouvait librement exprimer tous ses thèmes chers au sein d'un long métrage d'1h30. Je dirais pas que j'ai adoré non plus, car le film n'est absolument n'a pas la prétention de proposer une œuvre révolutionnaire, mais simplement de faire passer un bon moment, tout en adoptant des points chers à l'auteur, autant qu'à ses peurs et ses regrets. Et ceux qui connaissent Orelsan, à travers la série Bloquée sur Canal+, par exemple, on est très très loin de ça, hein. Le film est beaucoup plus sombre, il reste drôle, hein, attention, mais il est beaucoup plus réflexif, sans pour autant tomber dans le pathos non plus. Un pathos que je peux ressentir malheureusement par moments, voire même un peu trop dans le film de Curtis Sons, 8 Miles. Alors, je dis pas, hein, 8 Miles c'est un super film, j'adore quand même, mais je trouve que le film est parfois beaucoup trop sombre, trop nihiliste, et en fait ça tombe dans un espèce de misérabilisme un peu ridicule, malheureusement. Alors, ce nihilisme il s'explique à travers la vie assez tragique et la jeunesse d'Eminem, mais pour autant, on n'est pas obligé de tomber dans les travers du pathos un peu risible. Et heureusement, le film d'Orelsan arrive à ne pas tomber dedans, et arrive même, avec une certaine justesse, à mélanger autant le drame que la comédie, qui est en fait un film assez feel-good, aussi attendrissant que sincère. Je trouve que le film reste assez réussi, car en fait, Orelsan il adopte bien évidemment un point de vue cinématographique sur sa vie. On y voit ses débuts de carrière à travers le groupe des Casseurs-Flotteurs. Alors disons que c'est pas vraiment le début de carrière, c'est l'après-début de carrière et surtout la pente creuse, on va dire ça comme ça. Là où beaucoup d'artistes choisiraient d'idéaliser leur début, d'en faire une légende héroïque, lui en fait il préfère montrer le doute, l'inertie, la banalité, parfois pathétique de la création lorsqu'on est encore personne. Et c'est ce genre d'honnêteté et de sincérité qui fait toute la force du film. Ce refus du spectaculaire, il est assez audacieux, et en fait, le film n'est pas du tout une romantisation du rap, il n'a pas du tout de clichés sur la réussite, il n'a pas d'ascension fulgurante. En fait, le film, c'est juste deux types, un peu paumés, enfermés dans leur quotidien provincial et un peu banal, qui sont incapables de produire ce qu'on attend d'eux, et c'est précisément en fait cette banalité qui rend le récit assez touchant et honnête. Et en fait, tout simplement, on s'attache assez rapidement à ces deux couillons qui paraissent un peu branleurs sur les bords, mais qui cachent pour autant une belle sincérité. Donc au niveau du casting, là aussi ça se complète avec la vision des deux auteurs, et avec la vision des deux auteurs et aussi des trois scénaristes. Orelsan et Gringe, ils jouent leur propre rôle, mais sans chercher à se donner les beaux rôles, ils sont souvent maladroits, ils sont même parfois agaçants, ils sont désabusés, ils sont résignés. Mais jamais en fait le film ne les juge, il les montre tels qu'ils sont, avec leur humour, leur fragilité, leur amitié, faite de complicité et de tension, et en fait cette honnêteté elle est assez rare car elle ne flatte ni les fans et ni les spectateurs, elle dit la vérité d'une jeunesse en panne de perspective. D'ailleurs le film fonctionne aussi par cette perspective de l'ambiance d'une petite ville de province, ici Caen en l'occurrence. On a des décors un peu banals, un peu grisâtres, à milieu des clichés du rap clinquant ou des grandes métropoles. Là, cette localisation, elle renforce en fait l'impression d'enfermement, mais aussi d'authenticité. C'est assez paradoxal. Le film part de là où Orelsan vient, sans phare. Et en fait, là aussi, on peut encore faire une comparaison avec 8 Miles.
car la perspective de la ville de Détroit dans 8 Miles, c'est un peu la même chose, mais avec moins de dramaturgie que dans le film de Hanson, bien évidemment. Parce que c'est sûr que le budget, tu le ressens, hein. 1,8 million d'euros, ça se voit, mais on s'en fout, on n'est pas là pour voir un blockbuster, c'est pas du tout le principe. On est sur un petit film d'auteur qui montre toute l'insincérité que font preuve les auteurs, qui pour moi, en fait, à l'image d'Orelsan. Le film est aussi un reflet de la carrière d'Orelsan, c'est-à-dire que on recontextualise, on est en 2015, on est à l'époque où Orelsan il se cherche parce qu'il crée un groupe, les Casseurs-Flotteurs avec Gringe. Le groupe est à la fois un hommage mais aussi une ambiguïté en fait entre la vie d'adulte et la vie de jeune adulte. C'est entre les deux et en fait ça replace le contexte de vie autant de l'homme que de celle de l'artiste d'Orelsan, quand je parle de l'homme et l'artiste. En fait il est entre deux mondes. Mais autant populaire qu'il était en 2015, en fait, Orelsan, il va se chercher, il savait pas véritablement ce qu'il voulait faire, il voulait bien évidemment poursuivre sa carrière musicale, ça me paraît logique, mais c'est pour ça que son album avec Gringe, je trouve, il est pas parfait, voilà, il reste un peu en demi-teinte, il est un peu décevant, il y a beaucoup de sons qui sont pas terribles, et je crois que c'était plus une sorte de tentative et de risque, plutôt une tentative de proposer quelque chose de différent dans sa carrière en optant pour le groupe et le duo. Alors en fait, toute cette ambiguïté, elle s'affirme à travers l'histoire que dépeint Orelsan, qui reflète énormément la carrière de l'artiste avant son grand retour en 2017, avec l'album de la maturité, La fête est finie. Et d'ailleurs, petite update, mais là aussi tu comprends mieux pourquoi il a choisi le titre de l'album, La fête est finie, place à la vie d'adulte, tout simplement. C'est assez logique. Donc le film reflète quand même les peurs et les doutes d'une génération, parce que je pense que si le film il touche autant, c'est qu'en fait il dépasse les cadres du rap pour parler de toute une génération, celle des 20-30 ans en province, diplômés ou non, qui végètent entre les petits boulots précaires, les rêves artistiques incertains et le sentiment d'être en retard sur la vie. Le rap est ici en fait juste une toile de fond, mais le cœur du sujet c'est l'incapacité à agir, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, l'impression d'être déjà vieux sans avoir rien accompli. Et en fait, je vous avoue que ce genre de film qui te pousse à aller plus loin et à sortir de ta zone de confort, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup à notre génération, à ma génération un peu perdue. Le film est en fait un assez beau miroir sur notre société actuelle qui nous parle assez sincèrement et justement. En fait, le succès du film tient à cette espèce de miroir tendu au spectateur. On s'y reconnaît, que l'on soit artiste ou non. Et du coup, est-ce que le film a été un succès ? Oui, le film a plutôt bien marché, quand on compare avec son budget, bien évidemment. Mais en fait, je pense que c'est aussi la bande originale qui a bien fonctionné, parce que il y a une excellente bande originale, des très bons sons. Je trouve vraiment la BO super. En fait, elle réussit à prolonger et amplifier la vie du film. En fait, vraiment, je vous conseille d'écouter la BO après avoir vu le film, surtout si vous aimez beaucoup Orelsan. C'est presque en fait une prolongation de la vie du film, mais que sensorielle et auditif. Et c'est vraiment super intéressant. Mais le film reste pour autant, en fait, pas très populaire, c'est-à-dire qu'on en parle très peu. Je dirais pas qu'il est pas populaire, je dirais qu'il est plus sous-coté. C'est un petit film sincère, un petit film discret, sans ambition commerciale. Et d'ailleurs, en fait, cette idée de petits films discrets et indépendants, en fait, il se justifie par l'exemple, moi j'ai appris ça assez récemment, que le film n'existe qu'en DVD. D'ailleurs, je possède une copie physique et en effet, il n'a jamais été proposé en version Blu-ray, il n'a jamais été édité, et en fait, ça s'explique parce que l'équipe a souhaité rendre le film accessible à un large public. Notamment en maintenant un prix abordable, parce que, vous devez le savoir, mais entre un DVD et un Blu-ray, il y a souvent des fois 4, 5, 6 euros de différence, et déjà qu'un DVD c'est assez cher, un nouveau DVD, tu rajoutes 4-5 euros, tu t'arrives sur un prix assez élevé, et en fait, cette décision, elle s'inscrit également dans une démarche de production indépendante, loin des logiques industrielles et des grosses productions cinématographiques. Qui est une démarche admirable que je respecte totalement, surtout quand tu vois le prix des films en physique qui est lamentablement cher, ce qui explique bien évidemment une baisse de la vente physique. Bref, je ferme la parenthèse. Donc ce film reste important pour les fans dans la carrière d'Orelsan, mais il n'a pas non plus la vocation de devenir une œuvre culte pour tout le grand public. Je me répète un peu, mais Orelsan était bien évidemment assez populaire à l'époque, mais c'était pas non plus ce qui s'est passé en 2017, où en fait il prend une dimension nationale et intersidérale.
Une distinction que l'on voit très bien justement dans l'excellent documentaire Ne montre jamais ça à personne, qui a été réalisé par Clément Cotentin, qui a justement été un gros succès, son documentaire, parce qu'il est arrivé au moment où Orelsan sort un nouvel album, où il est dans les stratosphères avec son 3e album, et il sort un documentaire comme ça. Bien évidemment que le documentaire a beaucoup plus cartonné que son film. Pour autant, je vous conseille bien évidemment de regarder le film, non pas parce qu'il est parfait, ou parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est vrai, parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant et il est proche de nous. C'est un film qui ne triche pas, qui ose montrer l'attente, la galère, et qui te donne l'impression d'avoir passé 2 heures avec des potes qui galèrent tout autant, qui galèrent à exister, et qui réussit à sortir de cette galère afin que nos plans ne soient pas totalement inachevés. Deuxième référence musicale. En conclusion, Comment c'est loin, c'est un film profondément sincère, c'est pas un manifeste rap, manifestation, 3e référence musicale, c'est pas non plus un auteur-portrait complaisant. En fait, le film s'impose comme une chronique douce amère de l'attente, du doute, ou encore de la lenteur à grandir. C'est un geste assez courageux de la part d'Orelsan, il s'agit de se montrer assez faible, assez immobile, assez perdu, au lieu de se montrer en scène en héros. Et avec Offenstein, il signe une œuvre modeste, honnête, qui parle directement à celles et ceux qui se sentent coincés dans leur vie. Et en fait, paradoxalement, c'est un film qui dit beaucoup plus sur la création et la sincérité artistique que bien des biopics musicaux actuels plus prestigieux avec un plus gros budget, comme un certain Bohemian Rhapsody, qui n'ont absolument pas réussi à faire ça. Donc voilà, le film se prend une balle perdue, mais j'aime pas du tout Bohemian Rhapsody, voilà. Et dernière partie de ce podcast, qui sera un peu plus court. Je vous l'ai dit, ce podcast, je sais pas s'il va être long, mais en tout cas, il sera beaucoup plus personnel. Parlons un petit peu de son prochain projet artistique, qui donne beaucoup envie, et qui est assez curieux, qui s'appelle Yoroi, ou Yoroi, je sais pas. C'est un terme japonais. Alors, prochain film avec Orelsan, qui cette fois-ci n'est pas réalisé par lui. C'est-à-dire que là, il a décidé de garder seulement sa casquette d'acteur, et d'auteur, parce que je crois que c'est lui, logiquement, qui écrit le scénario, je me suis pas renseigné. Et bien évidemment, comme j'ai dit auparavant, le film est réalisé par David Tomaszewski, qu'on retrouve cette fois-ci en collaboration avec lui. Alors je vous avoue que bien évidemment j'attends le film. Dès qu'il a été annoncé, bien évidemment j'attendais le film. C'est une évidence, mais je suis ultra curieux aussi. Et là ça donne un plus, parce que là on est complètement sur un autre délire. Là on est sorti de cette vision un peu réaliste et banale du quotidien, un peu merdique et banal. Là on est sur un film qui va mélanger le cinéma d'aventure et de fantasy, avec un peu de culture nippone, avec une culture un peu des mangas. En fait, cette culture japonaise, elle s'explique avec le titre Yoroi. Et j'avais aussi entendu que le film va aussi accorder une grande importance aux esprits maléfiques du Japon. On n'est encore pas sûr sur l'histoire, sur le scénario principal. On attend d'avoir plus d'images. Je crois qu'il y avait eu un petit extrait, mais on voyait pas grand-chose. Mais je suis assez étonné. En fait, le film, il paraît à la fois étrange et loufoque, mais je suis ultra curieux de voir ça et de voir plus d'images, parce que ça m'a l'air d'être ultra intéressant. J'ai vraiment l'impression que là, Orelsan, c'est complètement changé. Enfin, je dirais pas changé, mais en fait, il a complètement pris les codes cinématographiques qu'il adorait, qu'il aimait et qu'il le mettait dans ses clips, pour quelque chose de peut-être plus ambitieux. Alors le film reste quand même assez personnel, parce que quand le bribe de scénario qu'on a, il joue son propre rôle, globalement. Il dit qu'en gros, c'est après une tournée, il se sent claqué, et en gros, il va se passer quelque chose. Et on sent une volonté de pleinement, en fait, s'accaparer certains styles cinématographiques. En fait, le film, il y a une volonté de pleinement s'accaparer certains genres cinématographiques, en lien à la carrière actuelle du rappeur. Bref, j'attends énormément le film, qui paraît à la fois ambitieux et novateur, à l'image, encore une fois, de l'artiste, qui a toujours cessé de se renouveler. Donc on croise les doigts pour ce film qui doit sortir, je crois, le 29 octobre prochain, donc très bientôt. Ce podcast est dorénavant terminé, c'était un petit peu long. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce film, beaucoup trop oublié pour moi, alors que ça reste quand même un bon petit film très sympa. Surtout si vous kiffez Orelsan comme moi, mais même ceux qui ne l'aiment pas, vous allez quand même passer un très bon moment. Un moment drôle et tout aussi sincère que parfois maladroit. Quant à moi, je vous remercie pour ce long temps d'écoute que vous m'accordez avec ce podcast. Continuez à me soutenir si vous aimez mon travail.
Continuez aussi à écouter de la musique, si vous écoutez ce podcast justement sur une plateforme de streaming. N'oubliez pas bien évidemment le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Si vous aussi vous voulez voir plus de podcasts de ce genre, comme d'hab, les petits abonnements sur Insta, TikTok et Sens Critique. Et moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Comment j'ai faim? Comment c'est loin? Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.